écoutez bien ça, OK? Si tu es un mordu d'immobilier, si tu veux maximiser ta première acquisition ou tes futurs investissements, si tu penses ou voudrais te lancer ou rentrer dans la game de l'immobilier, écoute bien ça. Je vais passer en entrevue quelqu'un que sa première acquisition était le 24 juillet 2019. L'acquisition d'un triplex, d'un 3 logements. Okay? 4 ans plus tard, okay, en date d'aujourd'hui, il est propriétaire de 124 logements répartis sur 35 propriétés. Okay? Il a commencé, si je ne me trompe pas, il avait 24 ans. Aujourd'hui, 28 ans. Il est officiellement millionnaire en actifs net depuis septembre 2021. Je répète, il a pour plus d'1 million de dollars en actifs nets. Donc, en d'autres mots, il est devenu millionnaire en actifs nets en 2021, en 2021, en 2 ans et demi. Il a commencé à 24 ans, maintenant 28 ans. Vous voulez savoir c'est qui? Mais juste avant... Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business, mindset et aussi on parle de cash, on parle de finances, on parle de millions de dollars. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, oui, si ça t'interpelle, le cash, l'argent, les finances, l'économie, alors c'est simple et surtout l'immobilier, considère à t'abonner, à t'inscrire à ma chaîne dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir quelqu'un que j'avais déjà passé en entrevue dans les alentours de 2020, si je ne me trompe pas. C'est la première fois que j'avais passé lui et son partenaire en entrevue. J'ai Jonathan Lamirande, un jeune investisseur immobilier qui est devenu l'année passée courtier immobilier, que en même pas un an est devenu recrue de l'année dans son agence Remax à Gatineau. Et justement, là, on va faire le topo. On va aller creuser dans sa tête. On va aller voir sa façon de faire. Qu'est-ce qui fait qu'il performe? Qu'est-ce qui fait qu'il réussit? Mais surtout, quel est son point de départ à aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment, step by step, il s'est rendu là? Sincèrement, je vous suggère de rester jusqu'à la fin de cette entrevue-là. Oui, elle a duré longtemps, mais pour une bonne cause. Et la raison pourquoi, c'est parce que sincèrement, c'est une des premières entrevues qu'on a vraiment du jour 1 à aujourd'hui, tout ce qui s'est passé step by step en détail. Donc, il y a un dicton qu'un de mes coachs m'a dit, c'est que « Success leave clues ». Le succès laisse des traces. Tu n'as pas besoin d'essayer de réinventer la roue. Fais juste dupliquer les steps, les étapes, les actions qui vont te mener au succès, mais les actions qui ont été faites par d'autres, fais juste copy-paste. Et là, j'ai la personne pour vous. Mais pour le savoir, vous devez rester jusqu'à la fin. Alors, je ne vous en dis pas plus. Alors, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier, pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Et Jonathan, un gros merci de t'être déplacé de Gatineau à Laval, à mes studios, pour que je puisse t'avoir en chair et en os. Oh yes, mais c'est pas la première fois. En plus, c'est pas la première fois, et justement, on va en parler, mais content de t'être déplacé. Ouais.
Pour les gens qui ne se rappellent pas de toi, parce que justement, vous allez pouvoir cliquer en haut pour justement la première vidéo qu'on avait faite avec toi et ton partenaire. Cool. Mais justement, on était les trois, tu étais avec ton partenaire, mais là, j'étais en solo, on va pouvoir pick ton brain. Ouais, tu m'as collé en date, comme on dit. Exactement, en one-on-one date. Ouais. Donc, peux-tu nous raconter un petit peu rapidement, justement, ton backstory, si on peut dire ça comme ça, juste pour rafraîchir les gens, rafraîchir la mémoire des gens, mais aussi pour les gens qui ne connaissent pas, ton backstory de comment tu as commencé et où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. Fait que c'est ça, peut-être répéter quelques informations, mais aussi donner de l'information additionnelle supplémentaire. Dans le fond, fait que moi, le monde de l'entrepreneuriat, fait que c'est ça, je me considère d'avant tout comme un entrepreneur, OK? Vers les eaux des 13-14 ans, donc à l'école secondaire, je revendais des téléphones. Okay? Donc les fameux iPhones là, sur Kijiji, où le profit était à l'achat. Hein, on se rappelle que dans le temps, écoute, je négociais ça, je me rappelle, là, 125, 140, je revendais 2,80, 2,50. Fait que ça faisait en sorte que tu achetais, tu faisais ton profit à l'achat, tu regardais le marché, qu'est-ce que ça valait, puis après tu le revendais. Ça, c'était en 2000? Écoute, j'avais 13-14 ans. 13-14 ans, c'est ça. Moi, j'ai gradué, mettons, secondaire 2007 à 2012. Fait que, mettons, 2007, 2008, 2009, dans ces eaux-là. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à acheter des casquettes de Chine avec Alibaba. Là, ah, wow! des casquettes de Chine, dans le fond, puis des équipes de sport. Ça venait en lot de 9 casquettes. Puis mes parents ne voulaient pas me prêter leur carte de crédit. Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Okay. Parce que, ça avait l'air un petit peu site frauduleux. Peut-être aujourd'hui, ces sites-là sont plus connus, mais dans le temps, ils étaient moins. Fait que j'allais acheter des cartes prépayées, Vanilla Mastercard, là, ou je sais pas trop. Puis ça faisait en sorte des cartes prépayées de 100 $. Puis ça faisait en sorte que je les achetais. C'est un lot, mettons, de 9 casquettes. J'achetais ça 100 $. Puis après, je revendais 20 $ la casquette, 20-25, peu importe. Fait que je gardais ça dans mon casier. Puis l'heure du lunch, c'était comme qui veut des casquettes. Tout le monde me pitchait l'argent du dîner, mettons, des parents. Dans le fond, c'était ça. Fait que ça, c'est cool. Ça a fait son bout de chemin. Puis après, je suis arrivé au cégep. C'est sûr que, longue histoire courte, mais j'ai été très sportif. OK. Donc, j'ai fait 2 écoles secondaires. Puis, j'ai tout le temps été quelqu'un de très intense. Puis c'est ça que tu te rends compte à un moment donné quand tu commences à vieillir un petit peu, malgré que j'ai 28 ans. Mais tu regardes les choses en perspective. Puis, tu sais, on dit, mettons, que dans le temps, je faisais 2 équipes de sport en même temps, du même sport. Donc, l'équipe de l'école. Okay. Puis, en plus, l'équipe municipale, donc avec la ville, qui était dans le AA ou AAA, là, dépendant. Puis ça fait des belles choses, mais ça a monté aussi une éthique, une discipline tout à fait. Dans le sport que j'aime retrouver en affaires. Puis par la suite, au cégep, je me suis comme blessé. Début cégep, j'avais l'équipe collégiale de basketball. Je me suis blessé. Puis là, c'est sûr que moi, j'avais, comme j'ai dit, j'avais un petit peu le background entrepreneurial. Tu sais, je faisais un petit peu ça de mon temps à temps perdu pour me générer des revenus puis avoir tout un petit quelque chose dans le compte de banque comme travail. Puis par la suite, j'ai été approché par les réseaux de franchises étudiantes. OK. Donc, dans le temps, qui s'appelait les Vitrenettes de ce monde-là. Donc, Vitrenettes, peintre étudiant, ce genre de choses-là, où ça te montre un peu comment te lancer en affaires selon un modèle préétabli. Tout à fait. Avec des coachs, formation théorique, pratique. C'est sûr que je vais être honnête, c'est pas le genre de formule qui est la plus payante en tant que franchisé étudiant parce que tu as quand même une structure qui te montre comment te partir en affaires. Puis cette structure-là, il faut qu'elle se paye. Fait que tu as un coach qui t'est attribué, tu as une redevance, puis eux autres, ils payent le coach, etc. Mais le but, outre de faire vraiment des vrais revenus, de la vraie argent, c'est vraiment d'apprendre sur le terrain. Puis les gens sous-estiment, puis je vais regarder à la caméra, mais les gens sous-estiment le travail terrain avant de faire de la vraie argent. Tout à fait. Okay?
Puis là, c'est ça qui est le fun, c'est ça qui est cool quand tu commences jeune, c'est que tu habites chez maman, papa, tu as ton cellulaire à payer, quoi d'autre? Tu as peut-être une petite voiture, l'essence, l'assurance, mais c'est à peu près ça. Si tu es encore à l'école, typiquement, dans le monde contemporain, en tout cas, tu n'as pas trop de choses à payer. Fait qu'à ce moment-là, ça fait en sorte que tu as le temps d'économiser, tu as le temps de trébucher, tu as le temps de tester les eaux avec différentes petites entreprises. Puis quand c'est le temps de passer à go un petit peu plus tard, tu as déjà ces habiletés-là comme acquises, développées. Puis c'est ça qui est arrivé. Fait que cette franchise-là, dans le fond, j'ai été là pendant 2-3 ans. Top 3 au Québec pendant 2 ans, sur 125 franchisés universitaires. Fait que ça avait super bien été. Puis là, on parle, là, à ce moment-là, j'ai 19-20 ans. OK. 21, j'ai été coach en affaires, fait que le groupe de franchiseurs. Puis là, c'est ça qui est cool. Aujourd'hui, on est capable de rentrer un petit peu plus en détail que la dernière fois, parce que c'est peut-être un petit peu plus le départ, là, mais en ce moment, c'est un petit peu plus en profondeur, parce que j'avais été coach en affaires pour le franchiseur, parce que je coachais les étudiants franchisés de la région d'Outaouais-Ottawa, selon les 3 divisions à ce moment-là qu'ils offraient, qui étaient le lavage de fenêtres, la peinture, puis l'aménagement paysager. OK. Fait que moi, j'avais fait ça pendant 2 ans à succès. Par la suite, je le montre, commence à partir une business là-dedans, etc., etc. Je fais des coachings hebdo sur le terrain, théorique, pratique, peu importe. Puis par la suite, j'avais fait mon bout de chemin là-dedans. Fait que j'ai quitté le réseau de franchises étudiantes, puis j'ai reparti tout simplement ma propre compagnie de lavage de fenêtres. OK. Avec tout ton bagage, ton expérience. Tout le bagage, toute l'expérience. Puis ta base de données. La base de données, à un certain point, c'est sûr que, il y avait une certaine clientèle qu'on a été première année chercher massivement en porte-à-porte. Parce que, tu sais, dans les premières années que tu te pars en affaires, tu sais, première année, 300 clients, deuxième année, 400, quelque chose comme ça. Mais tu sais, quand je me suis reparti, on a reparti quasiment à 600 clients première année du jour au lendemain. Mais ça, c'est parce que avant de partir, l'automne qui précédait le janvier, où on commençait le porte-à-porte pour la saison printemps-été, écoute, c'était comme un petit peu malade. Comment ça fonctionnait? C'est que j'étais en méga recrutement. OK? Fait que je m'explique, puis les gens à la maison, si vous n'êtes pas rendu là dans votre recrutement en ressources humaines, engagez des entreprises qui font chercheurs de tête, qui font le recrutement à votre place. Mais si vous n'avez pas nécessairement, entre guillemets, d'argent, mais vous avez votre temps, mais à ce moment-là, faites-le vous-même. Fait que moi, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il y avait? C'était une plateforme qui s'appelait Emploi Québec. Okay? Emploi Québec avec un registre genre public selon des mots-clés si tu étais entrepreneur dans un secteur d'activité. Donc, tu avais un login, donc tu avais un compte employeur, puis tu avais accès à des CV. Donc, je pense que cette plateforme-là, elle n'existe même plus, là, mais tu avais une banque de CV avec des mots-clés. Fait que si je marquais, mettons, représentant ou marketing, vente, il me sortait en recherche inversée des profils de gens. Si je me rappelle bien, je pense qu'il n'y avait pas nécessairement de CV, mais il y avait des profils de personnes. OK. Puis à ce moment-là, je me suis monté tout seul parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas nécessairement l'intelligence artificielle ou je n'utilisais pas nécessairement des sous-traitants qui étaient capables de me compiler des données. Fait que je le faisais moi-même. Je me suis monté une base de données de, je pense, 1500 leads à appeler. Cold call, un par an. Hey boy, OK. Fait qu'à ce moment-là, septembre-octobre 2017, je les ai toutes cold-callés, un par un. Puis, j'ai été capable de booker, si ma mémoire est bonne, à peu près 10%, au-dessus d'une centaine en entrevue. Évidemment, tu sais, quand tu fais des entrevues à froid avec du monde comme ça, qu'est-ce qui arrive? La moitié se présente. Ah ouais. OK. Puis là, par la suite, la moitié est sharp. En plus. OK. Puis surtout que c'était pour, on clarifie, là, c'était pour des jobs de porte-à-porte. En plus. Fait que là, je leur montrais, moi, qu'est-ce que j'avais fait dans les dernières années. J'avais quand même un track record, mais c'est pour, écoute, je vais te bien te rémunérer à 100% en commission. Voici ce que les représentants de marketing dans les dernières années faisaient en moyenne. Je te montre le pitch, je te montre la formation. Ça va être payant comme job étudiante. Fait que en plus, quand même. Exact. Comme job étudiante, les gars, en moyenne, ils faisaient 25 à 50 $ en moyenne, là. Okay. À la porte. Je dis 25 à 50, il y a un gros gap parce que tu avais des gens qui sont très forts, qui c'est très payant, puis des gens qui étaient un petit peu moins forts, que c'était moins payant. De l'extrême. Fait qu'on pourrait dire 32 et 50, mettons, en moyenne, mais peu importe. Fait
À ce moment-là, ça fait en sorte que on a fait du volume, puis j'ai parti l'année. Tout ça pour dire, parce que des fois, je prends une virée, là, mais une grosse parenthèse, mais tout ça pour dire que j'avais commencé l'année quand même, si je me rappelle bien, avec à peu près une quinzaine de représentants marketing, vendeurs, que, nous autres, on fait du porte-à-porte, puis on book des évaluations gratuites, combien ça coûte pour laver les fenêtres à la maison, etc., etc. Fait que c'est quand même important de mentionner ça, parce que c'est sûr que mes premières années en affaires, j'en ai fait énormément des évaluations. Okay? Des porte-à-porte, parler avec le monde, établir et bâtir des relations, vendre, closer. C'est fou, là. Donc, tu sais, si on dit qu'une évaluation de 30 à 60 minutes avec quelqu'un qui provient de porte-à-porte, donc quelqu'un est passé chez toi, Chris, a cogné à la porte par des étudiants pour des étudiants, dit un speech court et cute là, pour booker une évaluation à la maison, pour faire évaluer combien ça vaudrait laver tes fenêtres à la maison pour ce printemps-été. Toi, mon représentant est close pour un rendez-vous. Moi, j'arrive au rendez-vous, puis je passe un 30 à 60 minutes avec toi. Fait que de un, je suis rodé pour mener la conversation, de s'asseoir à la table, puis présenter un manuel du client. Okay? Établir le rythme. De deux, on fait le petit tour de la maison par la suite pour compter les fenêtres, savoir combien ça va coûter, mais aussi en même temps établir une relation client. Tout à fait. Question ouverte, on discute, on échange. Puis en troisième lieu, on revient à la table, on fait le pitch de vente, puis en quatrième lieu, on close. Okay, fait que ça, là, à un moment donné, il y a des gens qui me posaient la question, combien d'évaluations tu as faites dans ta vie? Parce que quand je commençais à recruter des vendeurs, parce que là, on a parlé de représentants marketing, qu'à un moment donné, ils étaient promus vendeurs. Tu sais, tu parles, tu échanges avec tu brainstorm avec ton équipe. Puis à un moment donné, un calcul de coin de pouce, je me suis rendu compte que j'avais fait probablement en moyenne 2500 évaluations dans ma vie. Boy. C'est ça, avec les chiffres, quand j'avais pas de vendeur, divisé par le taux de conversion, de signature, etc. Parce que, tu sais, tu signais pas toutes, etc. Fait que là, c'est comme, OK, fait que moi, si on dit que, mettons, sur une base qu'une évaluation prend quasiment 1 heure avec quelqu'un, le fameux, on n'est pas loin le fameux 10 000 heures, là. Ouais, big. Moi, je suis déjà au 1/4, là. Okay? Puis là, on avance. Puis là, à un moment donné, on va discuter. Là, on tombe dans le monde des blocs appartements, du côté investisseur immobilier. Ça continue. Fait qu'à un moment donné, si tu te ramasses que, oui, t'es fin vingtaine, oui, t'as 28 ans, mais t'as tout le background d'heures, terrain à développer tes habiletés. Tout à fait. Fait que c'est vraiment, puis on le dit, là, oui, c'est la performance, mais derrière la performance, il y a vraiment l'énergie puis le temps qui a été mis. 100% sur le terrain, là. Sur le terrain. À te forger, à te coacher toi-même, à faire des erreurs, à apprendre. Puis ça a fait la personne que tu es aujourd'hui, puis ça a fait justement la montée fulgurante que tu as eue. Chris, je vais te faire un aveu. Au secondaire, j'étais quelqu'un de gêné. Arrête de niaiser. Ouais. T'étais introverti. Introverti. Wow. Ouais. N'importe qui, mon école secondaire peut témoigner. Je parlais pas. Puis, OK, fast forward, tantôt off-cam, on parlait en combien de temps de tes premières acquisitions avec le partenariat que tu as monté en 4 ans, tu disais tantôt? Fait que là, c'est ça. On a parlé du background. Là, on pourra commencer à parler du côté investissement immobilier. Exact. Tout ça m'a permis un jour de commencer en juillet 2019, 24 juillet 2019, à acheter mon premier bloc appartement, qui a amené à un certain volume. Pour répondre à la question, en 4 ans, j'ai fait 67 achats et ventes en tant qu'investisseur. Boom! Ouais. Fait que c'est sûr que je regarde ça avec du recul, puis je me dis, ouais, non, c'est vrai que, comme le jargon dit, c'est malade mental. Quand même. Mais pour apporter plus de précision, tu n'étais pas tout seul non plus. Tu en avais acheté, comme tu me disais, seul, mais je te laisse nous expliquer un petit peu ce parcours-là là, en 4 ans. Ouais, comment tu as fait, puis qu'est-ce qui t'a permis cette montée fulgurante-là? La courbe d'appréciation d'affaires. Fait que dans le fond, j'ai acheté 2 blocs appartements. Puis ça va être le fun. Les gens qui vont vouloir un petit peu plus d'informations puis encore plus de backstory pourront aller cliquer au début de la vidéo sur la partie 1, entrevue 1. Là. J'ai commencé avec un triplex, bon profil achat, optimisation qui s'en essuie. Quelques mois après, j'avais encore de l'argent, de liquidité dans mon entreprise. Puis c'est pour ça que c'est important de parler du début. Parce que les gens vont dire, OK, mais moi, j'ai $0, je commence. J'ai quand même commencé avec un certain cash flow puis une somme qui venait de ma business de lavage de fenêtres. C'est pour ça qu'on prenait le temps d'en parler, justement. Exact. Puis que j'ai utilisé comme levier, finalement. Donc, deuxième acquisition.
d'un quadruplex dans le Vieux-Hall pour les gens de Gatineau. Puis par la suite, j'avais encore un petit peu d'argent malgré ça, mais évidemment, j'avais plus de capacité d'emprunt au résidentiel personnel. Parce que c'est sûr que tu vas te maximiser rapidement, surtout quand tu es un jeune entrepreneur, puis je veux dire, tu n'as pas besoin de te donner des gros salaires perso. Fait que mes revenus perso sous mes déclarations d'impôt étaient pas élevés, là. Donc, mon ratio d'endettement personnel a été maximisé rapidement. Donc, c'est sûr que je regardais tout ce qui est les chaînes immobilières au Québec. Je regardais la fameuse chaîne Christopher Salador. Je regardais la fameuse chaîne PMML. J'en regardais plein d'autres. Puis, on me disait que... j'écoutais que c'était vraiment le partenariat la clé. OK? Fait que je me suis mis ça en tête, puis je le savais, puis je voulais l'exécuter. Mais là, c'est quand même drôle parce que quand tu commences à faire des acquisitions toute seule, tu te mets le nez dans le bain, puis tu n'en as pas de partenaire. Là, il faut que tu commences à faire des pitchs. Aussi. Fait qu'à un moment donné, pour trouver des partenaires, fait que là, c'est où que tu fais ça? Mais écoutez, guys, c'est pas compliqué. Là. Tu vas sur Facebook, tu vas renouer avec tes anciens amis du secondaire, tu vas renouer peut-être avec certains membres de la famille que, Colin, tu sais qu'ils ont une certaine liquidité, que tu as un bon lien avec eux, tu as un lien de confiance, puis tu as un beau projet en avant de la table, mais pourquoi tu n'irais pas aux gens qui te font confiance, que tu fais confiance, de présenter ça? Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont accepter, mais c'est de là, encore une fois, là, tantôt on parlait de chiffres à volume avec des clients avec du porte-à-porte. C'est là que c'est important que quand on ne trouve pas nécessairement un partenaire, il faut faire des réunions à volume. Tout à fait. Okay, c'est un numbers game. Okay? Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait dans le fond, c'est que j'avais un réseau d'affaires. Longue histoire courte, mais j'avais aussi acheté une compagnie de portes et fenêtres, une franchise de portes et fenêtres pour la région d'Ottawa. J'en parle un petit peu dans l'entrevue 1. Ça, c'était 2017 puis 2019, avant que tu achètes... Ça, c'était 2019-2020, puis je m'étais commis en 2018. Tu sais, ce genre d'acquisition-là d'une franchise de portes et fenêtres, ça se fait sur un an. Tu vas chercher un prêt BDC, je veux dire, formation théorique, la paperasse légale, etc. Est-ce que je saute pas dans le bain, etc. Puis moi, ça faisait du sens puisque j'étais déjà dans le secteur du lavage de fenêtres. Donc, je voulais développer aussi la région d'Ottawa. Pourquoi pas être capable de, à la table, je peux signer un contrat de lavage de vitre puis en plus réparer tes pièces mécanismes puis changer tes thermos. Fait que là, je passe ma facture moyenne de 300 $ à 2000 $. Fait que j'avais déjà ce mindset-là de on va aller monter le contrat moyen à la place de monter le volume de clients. Parce qu'à un moment donné, il y a un maximum réaliste que tu peux produire en termes de clients par année. L'optimisation, des fois, c'est pas nécessairement avoir plus de clients, mais c'est de faire des plus grosses transactions. 100%. Puis ça, c'est la même chose en bloc appartement, en investissement, c'est la même chose en courtage, etc. Mais là, les acquisitions, le partenariat, exact. Fait que là, les pitchs, fait que les réunions de partenaires. Oui, on parlait des partenaires de partenariat. Exact. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'est-ce qui était cool à ce moment-là, avec la compagnie de portes et fenêtres, avec je n'étais plus une franchise étudiante, mais avec ma compagnie de lavage de fenêtres, anciennement franchise étudiant, côtoyé une centaine de franchises étudiants au Québec, d'à peu près mon âge, début vingtaine. Avec mon ancien background, parce que j'ai fait 2 écoles secondaires, j'ai fait des équipes de basketball, etc. J'avais un grand réseau de gens de mon âge et plus ou moins, qui commençaient à avoir un petit peu d'argent. Que peut-être ils voulaient se lancer en affaires, qu'ils voulaient se partir en partenariat avec quelqu'un. Partir une entreprise, donc une start-up. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que moi, j'ai fait des pitchs pour faire un partenariat immobilier avec quelqu'un au résidentiel personnel. Et on se met ensemble, on achète un bloc, puis let's go. Puis finalement, après une 12aine de réunions, je dois le dire, j'ai fait une 12aine de réunions. J'avais gardé mon ami Philippe, un ami d'enfance, je l'avais gardé pour la fin. Okay? Arrête. Je l'avais gardé pour la fin, cerise sur Sunday. Tu l'avais pas, dans toutes les rencontres que tu avais faites, tu n'avais pas encore rencontré Philippe, ou tu le savais qu'il était comme dans ton back pocket puis tu le gardais pour la fin? Je vais m'expliquer. Philippe, dans le fond, il avait acheté son premier bloc avec un autre de nos amis. Fait qu'il y avait aussi l'envers du décor que, on faisait les choses parallèlement, mais je voulais pas nécessairement lui voler son partenaire. Des fois, ça peut être un petit peu délicat, ces choses-là. Puis là, tu vois 2 gars qui commencent ensemble. Est-ce que je vais m'interposer là-dedans? Moi, j'avais les capacités de faire les choses de mon bord. Puis à un moment donné, j'étais maximisé de mon bord. Fait que finalement, à la place de convoquer Philippe, j'ai convoqué les 2. Tout simplement. À la place de le faire à 2, on va le faire à 3. Puis dans tes derniers meetings en plus, là. Dans les derniers meetings, parce que je me suis dit, les boys, je veux dire, c'est un no-brainer. Là, on serait capable de faire quelque chose. Puis à la place de prendre juste Philippe, on prend Philippe, Mathieu, puis let's go. Fait qu'on a acheté un bloc, dans le fond, ma 3e acquisition qui était leur 2e. Mais attends. Juste avant que tu ailles plus loin. Je veux vraiment que tu précises cette partie-là. Parce que au moment où est-ce que tu t'es rendu compte que, OK, tu as fait tes acquisitions, puis, OK, je veux continuer de faire d'autres achats, d'autres acquisitions, mais je suis maxé. Tu t'es intentionnellement dit, OK, tu sais quoi, je vais faire des rencontres
speed dating, peu importe, Ouais. pour trouver mes futurs partenaires pour que je puisse grossir continuer ma vitesse de croissance. Oui, exact. Wow! Exact. Ça, c'est à 23 ans. Puis, t'avais-tu vu ça quelque part? 24 ans. Ou de ton bagage, tu t'es juste dit, tu sais quoi, fudge, je dois maximiser mon temps, je vais faire des meetings puis rencontrer du monde? C'est mon background de j'écoute du contenu qui me dit que la prochaine étape, c'est du partenariat. Fait que je le mets à l'action, là. C'est aussi simple que ça, là. Parce que beaucoup de personnes se seraient dit, tu sais quoi, je vais aller dans des 5 à 7, je vais aller dans des meetings, je vais aller dans des masterminds en espérant rencontrer des personnes puis de là faire des meetings. Mais toi, tu t'es dit, tu sais quoi, j'ai ma base de données, j'ai mon cellulaire, j'ai mon réseau de contacts à moi, je maximise ça. Guys, vous avez combien de contacts dans vos cellulaires? Boom. C'est quoi? Il y en a, là, regardez, là. Si vous faites contact sur iPhone, je pense qu'on peut juste, scroller, le terme anglais, on peut juste déferler en la colonne du haut, là, puis je pense qu'il va dire le nombre de contacts. Exact. On a tous, honnêtement, probablement une couple de milliers de contacts. Facile. OK? Facile. Mais pourquoi tu ne l'utilises pas à ton avantage? Pourquoi tu ne renoues pas des liens, comme je disais justement, avec des gens que tu as une vraie relation avec? On essaye souvent dans la vie d'y aller fast-food. On va parler aussi du relationnel transactionnel. Mm-hmm. On essaye de créer des nouvelles relations que j'appelle fast-food, peut-être dans un 5 à 7, qui est correct. Je veux dire, une relation peut commencer par n'importe quoi, mais souvent, on délaisse des vraies relations pour en créer des nouvelles que... Mais pourquoi tu n'entretiens pas tes vraies relations puis tu essaies d'en créer des nouvelles si tu en as déjà des vraies à la base, des gens, qui te connaissent, tu connais, que vous avez déjà une relation d'établi, qu'on peut juste la maximiser. Puis ça revient à ce que tu disais tantôt. On peut y aller soit avec le volume ou on peut maximiser ce qu'on a déjà à l'interne. Puis il y a beaucoup de gens. Ça, c'est voir le potentiel, voir ce qu'on a, puis être capable de le maximiser. Parce que souvent, les gens, ils sous-estiment un petit peu, de un, leur potentiel, mais de deux, le potentiel de leur entourage, de le groupe. Leurs ressources qu'ils ont. Leurs ressources. 100%. Fait que là, au lieu de te dire, je vais juste voler Philippe parce que je le connais puis je connais moins son partner, tu t'es dit, tu sais quoi? Let's go bigger. Je les rencontre tous les deux. Je continue ton histoire comme tu disais. On y va, on le fait ensemble. Par la suite, là, c'est pas compliqué. Puis ça, cette transaction-là, c'est quand même intéressant. Vous l'avez fait les trois? On l'a fait les trois parce qu'on s'est assis à la table, puis on s'est donné la main, puis on s'est regardé les yeux dans les yeux, puis on dit on le fait ensemble. Puis là, finalement, on voulait acheter un petit duplex au départ. Pour commencer. Surenchère. Puis ça, c'est janvier 2020. Fait que offre multiple ne fonctionne pas. Quand même content que ça ne fonctionne pas parce qu'après, on est tombé sur un triplex. Ça faisait 1000 jours qu'il était sur le marché. Je m'en rappelle. Là. 1000 jours. Faut quand même faire le compte. Là. En tout cas, c'est facilement 2 ans et demi, 3 ans. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a vu le potentiel, ce que les autres ne l'ont pas vu. Fait que il y avait quelques petites rénovations à faire. Il y avait des locataires très problématiques dans l'immeuble, ce qui freinait probablement les investisseurs d'acheter. Là. C'était, nos gars l'entrepreneur général qu'on avait engagé pour faire les rénovations, il enlevait les planchers de l'appartement du rez-de-chaussée, puis c'était encore imbibé d'urine de chien. Oh. En dessous des planchers, il faut le faire quand même. Wow. Fait que ça te montre une idée. Là, les plomberies du sol, ça coulait un peu. Quand ils prenaient la douche, ça coulait dans le sous-sol. Ils passaient à mop après chaque douche. Oh boy! Fait que là, un investisseur qui arrive là, il dit c'est quoi ça, cette histoire-là? Fait que bref, nous autres, on l'a acheté. Moi, je voyais le potentiel d'optimisation des revenus. On fait un petit ménage des locataires, on fait des rénovations, etc. Ça fait un super beau projet. On l'a vendu finalement 1 an plus tard à 410 000. On l'avait payé, je pense, dans les eaux des 2,50, 2,80, peu importe. Fait que, on a fait beaucoup de... Tu sais, longue histoire courte, faire 67 achats-ventes en 4 ans. Les gens se disent, comment t'as fait? Honnêtement, c'est une transaction qui en amène un autre. Ça a l'air comme énorme de volume, mais si tu penses... Même moi, en ce moment, je pense à 67, puis je suis comme, what the hell? Vraiment? Mais c'est vraiment une transaction qui en amène une autre, puis à ce moment-là, dans le moment présent, ça fait du sens. C'est juste... Puis c'est comme les partenariats. Tu fais un partenariat avec quelqu'un, ça va bien. Tu as quelqu'un d'autre qui veut faire un partenariat avec toi, pourquoi j'en ferais pas un autre à côté? Puis tes partenaires actuels sont corrects avec ça. Eux autres, tu as ton angle d'approche avec eux, puis tu as ta rapidité de croisière de qu'est-ce qu'ils sont à l'aise. Pourquoi, si tu veux te doubler, pourquoi tu ne ferais pas un autre partenariat avec l'autre partenaire à côté si tout le monde est à l'aise? Let's go. Fait que là, à un moment donné, ça te décupe comme ça. Puis là, ça grossit. Puis peux-tu revenir là-dessus, justement? Fait que là, avec justement ton partenaire
que tu as découvert que vous avez fait votre première acquisition et d'autres, à un moment donné aussi, vous vous êtes maxé. Fait que là, vous vous êtes dit comme, OK, là, on l'a fait ensemble, notre recette fonctionne. Ouais. Let's go bigger. Fait que c'est là qu'après ça, tu t'es ouvert à trouver d'autres partenaires. C'était quoi la stratégie? Puis c'était comment le thinking, le mindset, puis tout ça? Puis où est-ce que ça vous a amené? Mais là, parenthèse, parce que là, c'est un super bon segue. En fait, quand on est venu à l'entrevue 1, la fameuse entrevue 1, juin 2020. Oui. C'était juin 2020? Juin 2020. Ah ouais? Oui, juin 2020. Ça fait 4 ans déjà, man. Ça fait 4 ans. C'est fou quasiment. Comme le temps passe vite. Oui, absolument. Juin 2020, puis là, à ce moment-là, on n'avait pas encore de chaîne YouTube. Puis là, les gens vont essayer de voir sur YouTube. T'es sûr que c'était 2020? C'était pas 2019? Il me semble qu'il n'y avait pas la pandémie encore qu'on s'était vu. Oui. Il y a la pandémie? Oui, ça avait commencé. Je suis sûr à 1000%. Parce que c'était pas l'année d'avant? C'était pas 2019? Non, parce que ma première acquisition, c'est 24 juillet 2019, puis je n'étais pas encore là. On est arrivé ici, puis on a dit qu'on avait 30 portes acquises et sous contrat en promesse d'achat acceptées. Bon, c'est vrai, je me rappelle l'intro de la vidéo. Tu sais, je veux dire, c'est cool, c'est cute à la limite, là, tu sais. En promesse d'achat acceptée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on était très motivés, puis je pense qu'on avait une quinzaine de portes acquises, puis une autre quinzaine en promesse d'achat acceptée. On en avait 30 en promesse d'achat acceptée et acquises. Bien de la motivation, bien de la volonté. Fait que, mais on les a toutes closées. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que dans le groupe Facebook, là, je ne sais plus si tu as encore ce groupe Facebook-là. Epix. Oui, toujours vivant, toujours là, même sous le radar, disons. Sous le radar. Fait que une combinaison de Epic et Tenix. Exactement, tu te rappelles bien. Et ça fait en sorte que moi, ben honnêtement, puis tu sais, je te lance un peu des fleurs, à ce moment-là, puis là, j'ai pas tenu le compte à ce jour, mais à ce moment-là, tu étais top 3 des chaînes YouTube immobilières au Québec. Okay, je pense que tu le sais mieux que moi. Là. Fait que je pense que tu avais 2-3 000 quand j'ai commencé à... Je pense que tu avais 1800, 2000 subscribers. Puis ça, c'était fin 2019, début 2020. Moi, j'ai commencé à t'écouter à ce moment-là. OK. Puis là, qu'est-ce qui arrivait, c'est que automne 2019, début 2020, vraiment avant la COVID, je t'écoutais déjà. Dans mon salon, j'écoutais les vidéos, les petites entrevues, puis tout ça. Puis ça me motivait, puis j'aimais ça. Puis il n'y avait pas beaucoup de contenu québécois immobilier sur YouTube. Fait que veux pas, j'avais pas le choix de t'écouter. Aussi, exact. Puis ça faisait en sorte que ça m'inspirait. Puis là, tu partageais, tu avais un groupe Facebook qui s'appelait Epix. Fait que je rafraîchis un petit peu la mémoire. Puis dans ce groupe Facebook-là, à chaque semaine, tu disais aux gens, c'est quoi vos wins de la semaine? C'est quoi vos... C'est comme ça, je t'ai connu, tu te rappelles vraiment bien. Exactement. Fait que là, tu as fait un post comme ça. Puis écoute, à chaque semaine, j'arrêtais pas avec les stats. Là. Puis c'était comme, là, ça, c'était janvier 2020. Fait qu'il n'y avait pas encore la COVID. C'était, première semaine de janvier, meilleure semaine de record de vente à vie de mon équipe, 20 000 de vente de chiffre d'affaires de lavage de fenêtres, etc. etc. On renouvelait nos contrats annuels et tout. Puis ça faisait en sorte que c'était impressionnant. Puis là, je disais, 2 plex en 6 mois, 24 ans, un autre plex en promesse d'achat acceptée à ce moment-là, qui était cette transaction, ce troisième immeuble-là, etc. Puis là, c'était comme, OK, il sort d'où, lui? C'est quoi? C'est littéralement ça, je me suis dit. Je te vois aller, je suis comme, crème, es-tu sérieux, man? C'est ça. Fait que là, à peu près... Fait que là, COVID est arrivé. Mars-avril, honnêtement, c'est toi qui m'as envoyé un message. Oui, oui, parce que je pense que justement, c'était pas la... Comme tu le dis, tu participais dans l'engagement, puis je voyais tes scores. J'étais comme, crime, c'est-tu sérieux? Puis une fois, 2 fois, je pense à la 3e fois, j'ai fait, OK, c'est beau. Ouais. C'est qui ce gars-là? Faut que je le passe en entrevue. Puis moi, en fait, à ce moment-là, ça, c'était avril 2020. Je me rappelle très bien, où on avait notarié, longue histoire courte, on avait notarié ce fameux 3e immeuble-là. Dans le fond, le premier partenariat avec Philippe et Mathieu. On l'a notarié le 20 mars 2020. C'était 2019. Non, je te le dis, c'était... Crime, les bureaux étaient fermés à cause de la pandémie. Mais ça, c'était... Où ce qu'on a notarié... On l'a fait juin 2020, on avait repoussé, on était censé le faire en avril, mais après, ça choquait parce que c'était fermé. Make sense. Je te le dis à 1000%. Je savais de sortir mon téléphone. S'il y a une chose que je suis fort dans la vie, c'est bien les dates. Ah ouais? Ouais, c'est bien les dates. C'est bien les dates. Puis, je veux dire, mon parcours, il est en quand même peu d'années. Fait que je les connais assez bien. Aussi. Mais tout ça pour dire que finalement, c'est ça. On a notarié cet immeuble-là le 20 mars 2020. Fait que je m'en rappelle comme si c'était hier parce que techniquement, entre guillemets, sous toute réserve, c'était comme quasiment illégal d'aller notarier. En plus. Parce que les bureaux, ils étaient comme tout à partir du 18-19. C'est là qu'il y a eu la crise, puis ils ont tout shut down.
Fait que là, notre notaire, je veux dire, ça se passe, là. Fait que comme, ben, regarde, venez avec nos masques, puis on le fait, let's go, Purel puis masque, puis on le fait, parce qu'on n'a pas le choix. Puis dans ce temps-là, c'est pas tous les notaires qui étaient à jour avec les histoires de signature à distance, tout ça, fait qu'il fallait le faire. Bon. Fait que là, on est arrivé 20 mars 2020. Là, je vais me reprendre mon fil de 2 petites secondes. J'essaie juste de penser où ce que j'étais. Que justement, c'était pas tous les notaires qui faisaient la signature à distance. Fait que là, let's go, masque Purel. Ouais, OK, parfait. Fait que là, on a tari masque Purel, ben de la volonté, ben du vouloir. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, j'ai un petit peu le background entrepreneurial. Fait que c'est sûr que il arrive une balle courbe, moi, je la prends, je dors comme un bébé, je songe là-dessus, puis on passe à l'action le lendemain. Mais mes partenaires, il n'y avait peut-être pas nécessairement ce background-là de gérer un risque, un gros coup de pelle qui arrive d'en face. Fait que là, mes partenaires, à ce moment-là, ils me disent « Ouais, mais comme c'est beau que tout arrête, mais crime, les locataires vont-ils être capables de payer une hypothèque, ça sort-tu de notre poche? » comme. Fait que il y a eu ce stress-là pendant un moment. Moi, je me dis « Regarde, ça va bien aller, puis j'avais quand même de l'argent dans mes entreprises, puis je me dis « Regarde, ça va être correct. » Comme. Puis là, finalement, l'aide institution financière a commencé à couvrir, faire une pause là, de paiement mensuel, en tout cas pour un certain temps. Fait que c'est sûr, ça a allégé le tout. Puis honnêtement, je pense comme un petit peu n'importe qui d'autre, on n'a pas eu nécessairement de mauvaises créances. On a fait quelques adaptations de paiement de loyer. Fait qu'il y a quelques paiements de loyer qui ont été faits, pas nécessairement le premier du mois. À ce moment-là, on était comme quand même flexible avec certains locataires, mais on a été tout payé au complet. OK. Donc, ça a bien été. Puis là, ça en est suivi d'autres acquisitions. Fait que là, mon premier triplex que j'avais acheté à 280... négocié à 282 800. Optimisé les revenus, mis sur le marché 10 mois plus tard, vendu à 410 000. Boom. OK. Fait que là, ça donnait, avec la mise de fonds, après commission courtier, tout le kit, ça donnait un chèque de près 125 128 000, quelque chose de même. Puis là, j'ai acheté 2 triplex, puis une petite maison style crack house avec un terrain. Fait que là, je commençais à dire, là, je fais du troc immobilier. Je troque le triplex, 3 portes contre 7 portes. OK. Right? Fait que ça fait du sens. Ben oui. C'est correct, tu fais du troc immobilier. Puis là, ça grossit. Là, on embarque certains partenaires où on achète un immeuble ensemble de part égale. Puis c'est comme ça que ça s'en est suivi, dans le fond. Puis quand on est venu ici, ben en fait, juste avant ça, quand on est venu ici, c'est un petit peu là, honnêtement, qu'on s'était affiché en tant que on s'appelait à ce moment-là Primo Acquisition. Puis les gens qui suivaient notre chaîne vont se remémorer là, le nom, le branding, où on a quand même monté une chaîne immobilière à peu près à 700 subscribers. Puis très rapidement, là, en flèche. En un an, là, 700. C'était fou. Où on a sorti 80 vlogs terrain. Wow. Okay. Vous étiez les seuls à faire ça. Les seuls. Puis, sincèrement. Les seuls. Même moi, je voulais faire ça, mais j'étais comme c'est time consuming, le temps, les transactions, les clients, quels clients qui sont partants, mais vous l'avez juste exécuté. Sincèrement, là, respect pour ça. Merci. Mais c'est fou comment la montée de fulgurant que ça vous a apporté aussi. Ben c'est ça, parce que où est-ce que ça a ouvert l'œil, puis je donne quand même un petit clin d'œil à l'entrevue qu'on a faite, parce que avant, pendant, après, cette entrevue-là qui s'était bien déroulée. Puis, tu sais, bon, tu nous dis, ben les gars, comme tu sais, vous êtes à l'aise devant la caméra, vous avez une énergie, vous avez le track record. À ce moment-là, bon, 30 portes en promesses d'achat acceptées, puis notariées. Puis c'est comme, pourquoi vous ne partez pas une chaîne immobilière? Fait que là, moi, je me disais, c'est sûr que quand j'étais jeune, j'avais niaisé un petit peu sur YouTube. Tu sais, j'étais familier avec la plateforme. Mais je me disais, si je le fais, je veux le faire comme à mon image. Je veux vraiment le faire comme un petit peu plus professionnel. Mais je voulais le faire d'une façon différente aussi. OK. Fait que la formule podcast, entrevue, à ce moment-là, ça se faisait déjà, même s'il y avait juste 3-4 chaînes immobilières qui le faisaient au Québec. Je voulais pas être la 5e. Okay. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'ai regardé pas la compétition, mais j'ai regardé le marché de qu'est-ce qui s'offrait, l'offre au marché. Puis j'ai dit, des vlogs sur le terrain, en immobilier, il n'y a personne qui fait ça. Fait que là, j'ai commencé à faire le pitch à mon partner Phil, qu'on avait officialisé le partnership littéralement dans ta caméra. Là. Je te dis, en montant à Montréal, on décidait c'était quoi notre nom. Arrête. Oui! Oui! Tu sais, j'étais comme Primo, là. Je disais Primo quelque chose, là. On avait sorti, je pense que Philippe avait dit acquisition. OK, ouais, Primo acquisition. On va faire des acquisitions, Primo premier. Let's go. Fait que c'est comme ça que ça s'est fait. Comme ça. Ouais, puis là, on l'a officialisé à ton entrevue podcast. Puis à ce moment-là, c'est que 48 heures plus tard, de cette entrevue-là, quand ça a été sorti, je pense quelques semaines plus tard, 48 heures
plus tard, on a eu un couple de Montréal qui dit, ben les gars, moi, je vais acheter un immeuble avec vous autres. Donc là, c'est comme, ben, comment on le fait? Est-ce qu'on se part en affaires avec ces personnes-là? Est-ce qu'on fait un background check? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait exactement? Fait que là, on a eu plusieurs personnes qui nous ont montré de l'intérêt, de l'extérieur et de l'intérieur aussi. Aussi de notre réseau interne. Parce que là, voir l'entrevue, voir qu'on s'affiche, voir qu'on parle un petit peu plus de statistiques, on parle quand même un peu d'argent, etc. Vous savez qu'est-ce que vous dites, vous démontrez votre track record, etc. À 24 ans. En plus. Quand même. Là, les jeunes c'est ça que je disais, les jeunes de début mi-vingtaine, là, ils commencent à avoir 10, 15, 20, 25 000 de mis de côté, peut-être. Ils n'ont pas nécessairement de dépenses. Ils veulent faire fructifier leur argent. Puis ils sont bloqués aussi. Souvent, ils n'ont pas la carte de crédit. Ils n'ont pas les revenus nécessaires parce qu'ils sont étudiants. Fait que vous apportiez quand même une solution pour ces gens-là. Exact. Regarde, on va acheter un immeuble ensemble, puis let's go. À titre de start-up, de nouvelle entreprise. Puis c'est certain que, petit train va loin, comme on dit. Fait qu'à force de faire des partenariats, puis à force de faire du volume, à un moment donné, c'est qu'on a comme doublé notre nombre de portes à chaque année, littéralement. Puis je vais te le dire, quand j'ai commencé, j'avais 2 immeubles, automne 2019. Puis j'avais un board dans mon bureau, puis je me mettais des objectifs. Fait que là, à ce moment-là, j'avais 7 portes à ce moment-là, mais je me disais 20-20, 30 portes. 20-21, 60 portes. 20-22, 120 portes. OK? Puis c'est drôle parce que je me disais, je savais que les étapes 30, 60, 120, je savais qu'il fallait que je fasse des affaires de différents à chaque étape. Puis quand j'explique ça, parce que je suis devenu courtier, puis on en reparlera, mais quand j'explique ça à mes investisseurs, j'explique ta croissance en tant qu'investisseur immobilier, qu'elle soit petite, moyenne ou grosse, va se séparer, va se diviser en phases. Okay? Fait que moi, j'appelle ça en phase. Comme ça, dans ta tête, tu peux bien le conceptualiser. Fait que phase 1, ça a été mettre tout notre argent, toutes nos ressources dans notre investissement, dans ce qu'on voulait, puis acheter des blocs. Phase 2, ça a été le partenariat immobilier. Okay. Phase 3, ça a été, on a fait des flips, on a fait du prêteur privé. Okay? Puis après, phase 4, c'est ce que je considère que je suis dedans, c'est vraiment dans le plus gros plex. Okay. Fait que ça a été les différentes phases de la croissance. Puis chacune des étapes, comme je me répète, mais tu fais pas la même chose. Fait que je viens un peu de l'expliquer. Fait que dans le fond, il faut que tu fasses des affaires de différents pour avoir des résultats différents. Tout à fait. Right? Fait que, ouais. Mais peux-tu nous parler un petit peu du partenariat? Combien de transactions tu as faites en partenariat, là, en dehors? Puis je parle pas des partenariats de toi puis ton ancien partner ou toi seul, mais admettons, combien de transactions tu as faites en partenariat? Juste pour mettre les choses en perspective. Ou au total, mettons? Ouais. Le fameux 67? Donc non, pas le 67. Peu importe. Si c'était 67 en partenariat, environ? Non, parce que j'ai des immeubles seuls aussi. Si on enlève les immeubles seuls, tout ce que tu as fait en partenariat? Je le sais pas. En acquisition, en achat-vente? En achat, mettons. En achat? Si on dit 67 achats-vente, OK, puis ça, je compte mes affaires à moi là-dedans. Mettons, puis avec les plex qu'on a aujourd'hui, mettons, il y a peut-être, il y a à peu près 40-45 achats, il y a une vingtaine de ventes, mettons. Fait qu'on va dire, moi, j'ai quelques immeubles. Fait qu'écoute, facilement 30-35 achats en partenariat. Fait qu'on s'entend, tu as l'expérience, tu en as eu des vertes puis des pommures, des challenges que tu as fait face. C'est quoi, mettons, les conseils? Parce qu'on s'entend que surtout avec la hausse des taux d'intérêt, les immeubles qui sont de plus en plus dispendieux, que les revenus ne sont pas là, on s'entend que le partenariat, ça devient un incontournable. Ce serait quoi, mettons, les quelques conseils que tu pourrais partager pour que les gens puissent trouver les bons partenaires, faire des belles transactions et que, justement, avoir une vitesse de croissance qui fait du sens dans le partenariat? OK. On fait un partenariat aujourd'hui, moi puis toi, ensemble. C'est quoi les objectifs du partenariat? OK, cool. Fait que les objectifs, il faut qu'il soit un objectif du partenariat. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est pour le plaisir? Est-ce que c'est quoi la vision du partnership? Fait que 1, objectif, 2, vision, puis 3, c'est les rôles. Okay? Donc, la séparation de tâches. Okay. Super important. Puis même, moi, je prioriserais à mettre ça dans une convention d'actionnaires si c'est une vraie entreprise. Pourquoi? Parce que
Si c'est pas préétabli d'avance, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'un jour ou l'autre, il va y avoir des frictions. Puis à ce moment-là, quand il y a des frictions, c'est quoi qu'on fait? C'est on va relire qu'est-ce qui est indiqué sa convention. That's it. Right? Comme un prenup. Comme un prenup. C'est quoi qu'on s'est entendu au début? Puis là, pourquoi ça diverge? Puis on est-tu capable de se réentendre avec ça? Fait que c'est un petit peu ça. Moi, les 3 clés, ça serait objectif, vision, puis rôle prédéfini. Puis comme tu disais présentement, là, tu vas aller dans le gros plex. Comment tu vas approcher ça, encore une fois, mais avec le partenariat? Parce qu'on s'entend dans le gros plex, c'est souvent du partenariat. Comment tu vois ça avec toute l'expérience et le bagage que tu as acquis? Bien là, c'est ça qui est cool. C'est que avec la chaîne YouTube Primo Acquisition, avec un petit peu mon nom qui s'est fait circuler dans la région en tant que... Ton 1 an, même pas, ton bientôt 1 an de courtier immobilier en plus. Mon 1 an de courtier immobilier. Je dois dire que, 57 transactions en 9 mois et demi, là, pour les gens qui connaissent un petit peu le domaine, c'est assez intense. J'ai des professionnels autour de moi qui sont prêts à acheter des gros immeubles. OK. Fait que, comment je vois les prochaines étapes, c'est que moi, j'ai fait des super bonnes affaires en investissement immobilier. J'étais assis sur un bon montant d'argent. En plus, t'as quel âge? Moi, j'ai 28. En plus. Ouais. Continue. Ouais, fait qu'à 28 ans, là, propriétaire, on vient de vendre 2 immeubles, là, on était à 124, propriétaire de 116 portes aujourd'hui avec mon partenaire Philippe, en partenariat, sur quelques immeubles seuls. Bon. Fait que... Comment tu vois ça pour attaquer, pour aller dans le plus gros? Parce que justement, comme tu l'as dit, à chaque étape, tu dois changer quelque chose. Ouais. Fait que là, aller dans du plus gros, c'est plus la même game. C'est plus, comme tu dis, avec du monde qui vient de pitcher des 20 000, 30 000. Exact. Fait que là, c'est comment tu vois ça ou ta stratégie dans ta tête pour aller vers du plus gros en partenariat? Mais la stratégie en plus gros, c'est vraiment plus corporate. OK. Justement, je parlais de professionnels. Je parlais des gens qui ont quand même un sens des affaires. Okay. Là, on parle vraiment des gens qui sont un petit peu plus dans le domaine. Okay. D'autres gros investisseurs immobiliers. Okay. Peut-être des investisseurs immobiliers qui sont, puis là je lance la puce à l'oreille, on ne dit pas non, mais c'est peut-être des investisseurs immobiliers qui ont une certaine expérience, que peut-être qu'ils veulent plus nécessairement être sur le terrain. Okay. Donc c'est sûr que ces investisseurs-là, qui ont plus d'expérience, puis qui voient un jeune comme moi qui fonce, puis qui travaille jusqu'à minuit tous les soirs, puis qui fait du 7 sur 7, puis qui a monté un parc aussi énorme en peu de temps, etc., c'est sûr que quand il se fait approcher ou quand c'est une rencontre mutuelle, puis comme une affinité mutuelle, c'est sûr que je pense qu'il peut avoir potentiellement un partenariat qui en ressort de là organiquement sans forcer les choses. En plus, 100%. Okay? Parce qu'on revient au terme du départ, puis on avait parlé un petit peu en brainstorm au départ, remue-ménage, le relationnel par-dessus le transactionnel. Mm-hmm. Okay? J'ai entendu honnêtement ces termes-là récemment, puis ça fait tellement de sens, parce que tu sais, quand on parle de transactionnel, dans le monde de l'investissement, dans le monde du partenariat. Mm-hmm. Transactionnel, ça peut être que moi puis toi, on trouve un immeuble, on décide de s'associer, puis on fait une transaction. Right? Mais pas nécessairement obligé d'avoir de relation. Tout à fait. On peut faire ça à froid, on se donne la main, on se regarde dans les yeux, on se fait un beau sourire, puis on passe à d'autres choses, puis ça va bien. Tu sais. Mais quand le relationnel prime sur le transactionnel, c'est que là, il y a une vision commune. Là, il y a une chimie. Exact. Là, on veut vraiment bâtir de quoi ensemble. Yes. Puis c'est là que ça va mener à d'autres choses. C'est là que le relationnel va faire en sorte que tu ne fais pas une transaction, tu en fais 10. Okay? Si tu n'as pas de relation avec quelqu'un, puis tu fais une transaction, tu fais un projet, pourquoi il en ferait 9 autres avec toi? Mm-hmm. Peut-être qu'il n'y a pas d'intérêt, peut-être qu'il ferait une transaction avec quelqu'un d'autre à côté. Fait, quand, encore une fois, puis je pense que c'est un super bon highlight là, des clés points du podcast, mais quand on a des ressources à l'interne, il faut vraiment les maximiser puis en profiter de ces ressources-là parce on les a à notre disposition puis on peut vraiment avoir un accord puis un success stories vraiment d'un commun succès. Là. Tout à fait, parce que qu'est-ce que j'aime de qu'est-ce que tu viens de dire, c'est littéralement, est-ce que je pourrais dire en résumé de tout ton background, de toute ton histoire que dans tes débuts, tu étais plus, à part avec ton partner de longue durée, là, mais tous les autres partenaires financiers, peu importe, est-ce qu'on peut dire que tu étais plus transactionnel, puis maintenant, pour aller 10x, qu'est-ce que tu as? Là, tu y vas plus de manière
relationnel? C'est tellement un bon segue. Puis honnêtement, je n'avais même pas fait le lien. Pour vrai, je viens ici aujourd'hui. À vous, puis hein? je suis en train de... Honnêtement, je suis en train d'apprendre ça. Merci. Pour vrai, parce que je me rends compte que dans le temps de mes anciennes entreprises, j'étais 100% transactionnel. Là. Which is OK. C'est ça correct. fait partie du processus. C'est correct. Tu es là pour signer un contrat de service résidentiel chez quelqu'un, faire ta pièce, puis grossir ton entreprise, puis c'est pas mal ça qui est ça. Je te dirais qu'avant, dans mes anciennes entreprises, le relationnel était vraiment avec mes équipes à l'interne, pas nécessairement avec le reste. C'est correct. Puis c'est correct, mais là, le relationnel, on dit que dans l'investissement immobilier, ça va être avec tes partenaires. Le relationnel peut être aussi même avec des vendeurs, des acheteurs. Puis là, en tant que courtier, bien évidemment, ça va être avec tes clients. Fait que c'est le fun. Écoute, c'est vraiment cool. Ça fait 10 mois que je suis courtier, puis j'ai déjà fait plus qu'une transaction avec certains groupes d'investisseurs. En plus. Ouais. Puis rapidement, shiftons vers justement le domaine du courtage immobilier. Pourquoi tu es devenu courtier immobilier? Puis qu'est-ce que ça t'apporte? Oh, Parce que crime, t'as un parc immobilier. T'as fait les choses à l'inverse. T'as un parc immobilier, t'as monté des business. Pourquoi l'immobilier? Puis qu'est-ce que ça pourquoi le courtage? Puis qu'est-ce que ça t'apporte maintenant? OK. Longue histoire courte. Dans le fond, pourquoi le courtage, là, de prime abord? C'est que en printemps-été 2022, ben dans le fond, on le sait, j'apprends rien à personne, là, les taux d'intérêt, ils ont triplé. Right? Ils ont augmenté fulguramment. Puis ça fait en sorte que, mettons, là, fin juillet, début août 2022, il y a eu deux choses. On s'est rendu compte qu'on avait des centaines de mille de moins sous nos refinancements dans un an plus tard, donc été 2023. Donc, on remboursait notre capital investi, etc., mais on n'avait pas nécessairement des centaines de mille supplémentaires sur nos refinancements comme planifié pour acheter plusieurs d'autres immeubles, continuer la croissance. Fait que ça, c'était de 1. De 2, niveau relationnel, j'ai eu une petite blonde rapide, puis ça s'est fini. Fait que j'étais un petit peu comme là, qu'est-ce que je fais? Okay. Fait que là, j'ai besoin de commencer une start-up, puis j'avais le feu au cul. Comme je l'ai encore aujourd'hui. Yes. Fait que là, je suis comme, man, Jimmy Arsenault, je travaille avec l'équipe Jimmy Yannick Arsenault en ce moment, puis Jimmy Arsenault qui est devenu un très bon ami fin 2020, début 2021, à travers des transactions immobilières, ce qu'on s'est croisés. Puis il nous avait dit, les gars, vous avez tellement d'expérience, vous devriez être courtier. Fait que ça, c'est sûr que c'était maintenu, dans le cerveau dormant, là, comme on dit, c'était maintenu dans le subconscient, 2021, 2022, pendant ces années-là, hey, on pourrait être courtier, puis on pourrait ci, on pourrait ça. Moi, je disais à mon partner, en termes de vision d'affaires, je pense pas que c'est un bon moment. Les taux d'intérêt étaient encore bas, puis c'est sûr, ça trottait en tête, mais je disais, en ce moment, on fait trop d'argent on a trop une grosse croissance dans l'investissement immobilier. On ne peut pas mettre notre temps parce que je me connais. OK? Je le sais que si j'aurais commencé le courtage, j'aurais délaissé des acquisitions immobilières parce que je suis trop intense, je suis trop compétitif. Je veux trop être top 1 tout le temps. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que je me connaissais là-dedans. Fait qu'on l'a étiré au maximum parce que là, le marché il a dit, hey, il faudra que tu prennes peut-être une petite pause d'acheter. Parce que là, ça se resserre. Moi, j'avais maintenant mon temps. Fait que je me suis dit, écoute, sais-tu quoi? Je commande le cours. Je le fais en 2 mois et demi. Fait que j'ai commandé le cours Collège immobilier WASIC, Collège immobilier du Québec. Cours par correspondance, avec les livres. Là. Puis j'ai fait le cours en 2 mois et demi. Okay? Feu au cul. Okay? J'aime ça dire cette expression-là parce que c'est littéralement ça. Puis par la suite, c'est ça. J'ai fait mes examens. Les examens étaient complets en novembre-décembre. Fait que j'ai fait mes examens début janvier. Puis ça prend 45 jours à avoir la fameuse réponse. Fait que j'ai commencé mi-mars, dans le fond, 2023. Puis pourquoi le courtage? Littéralement, la vraie réponse, c'est ça. Ça a été pour générer des revenus pour acheter d'autres immeubles. OK. Ouais. That's it. Ouais. Puis j'aime ça, puis tu me voles le point que j'allais apporter. Mais pour les gens qui nous écoutent, qui sont en mode start-up, qui commencent dans l'immobilier, peu importe votre âge, la réalité, c'est que justement, il faut des gros revenus pour pouvoir acheter de l'immobilier. Sinon, vous allez être bloqué rapidement. Ou sinon, comme que je dis tout le temps à mes acheteurs, c'est qu'ils vont être limités dans le type d'options qu'ils pourront avoir. Plus tu as des revenus intéressants, plus tu as d'options. Parce que justement, si tu as des revenus qui sont quand même assez gros, si je peux dire ça comme ça, familial ou solo, tu peux te permettre peut-être un quadplex, un triplex ou une grosse maison, une intergénération. Tu vois, ça, c'est toutes des différentes options versus que quand c'est l'inverse, quand on a des petits revenus, on est limité. Peut-être la seule chose que tu peux commencer avec,
c'est un condo ou une petite maison qui a besoin d'amour. Puis même ça, il faut que tu aies les reins. Il faut avoir la capacité financière pour pouvoir absorber justement les coûts de rénovation puis tout ça. Fait que c'est pour ça que l'importance de pouvoir, pas de pouvoir, mais d'aller se chercher soit des jobs, une business, peu importe, mais quelque chose qui va te garantir des revenus intéressants pour ensuite garder le plus d'argent possible de tes revenus que tu as générés pour pouvoir, après ça, l'injecter dans l'immobilier. 100%. Puis je pense que, tu sais, les gens, ils sous-estiment juste littéralement le travail 7 sur 7, là, ou juste travailler fort dans ta business, dans ton entreprise. Tu sais, on dit ça, puis parce que là, on parle de chiffres, on parle de volume, on parle de... Je veux dire, humblement, un certain succès, là, parce que c'est les gens qui me le disent. C'est pas moi qui le dis nécessairement à haute voix, mais c'est les gens qui me le disent. Puis ils me disent comment t'as fait. Fait que c'est ça qui est le fun. Quand tu commences à avoir un certain succès, ben les gens, ils disent hey, comment t'as fait? OK? Puis, OK, faut continuer. Fait qu'en tant que courtier, c'est ça qui est cool. C'est que, tu sais, là, on parle. Bon, c'est quoi le but d'être courtier? C'est de générer des revenus pour acheter plus d'immeubles. Mais c'est quoi être courtier pour le côté. Qu'est-ce que ça donne humainement? Ben, ça me donne de redonner aussi mes connaissances. Okay? Puis ça, j'adore ça. Avoir des investisseurs, puis avoir aussi des gens où on magasine, on achète, on vend une maison, une familiale, mais aussi des investisseurs où je peux leur partager mes connaissances. Où on fait littéralement en premier plan une rencontre stratégique d'investissement. Puis là, je parle à toi puis à toi. Là. Si tu veux investir à Gatineau, tu communiques avec moi. 819-303-1809 au bas de l'écran. Better Call Joe. Exact, Better Call Joe maintenant. Mais on fait une rencontre stratégique, puis c'est vraiment un échange où je demande, mais c'est quoi tes objectifs? Puis c'est sûr que, comme tu disais tout à l'heure, j'en ai vu des belles, des pas mûres. Fait que, tu sais, écoute, j'ai beaucoup d'amis investisseurs aussi. Fait que j'ai vu certains différents backgrounds puis cheminements d'investissement. C'est pas tous les investisseurs qui ont le même parcours d'investissement. Jamais le même parcours. On dirait que tout le monde, c'est un petit peu différent. Là. C'est tout le temps. Il y en a qui c'est dans du plus neuf, il y en a qui c'est dans du vieux, dans ce qu'on appelle dans le jargon, dans du use, dans du neuf. Il y en a qui ont fait beaucoup d'optimisation. Il y en a qui ont fait de la rénovation parce qu'il y avait une compagnie de construction. Tout à fait. Il y en a d'autres qui ont fait des flips à profusion. Il y en a d'autres qui sont allés dans le chalet locatif. Exact. Il y en a qui c'était tout le temps plus du clé en main. Il y en a d'autres qui achetaient excuse-moi l'expression, des chiottes qui étaient en train de tomber puis qui ont tapé, créé de la valeur immense. Il y en a qui c'était avec du développement terrain. Développement de terrain. Il y en a, c'est justement, admettons, comment je pourrais dire, admettons, plus dans du résidentiel. Il y en a, c'est tout de suite du commercial. C'est jamais le même parcours. Jamais. Mais on est capable d'échanger avec des collègues. 100%. Apprendre les erreurs des autres. Tout à fait. Okay, super important. Puis, cogiter tout ça. Puis, à un moment donné, se faire une idée de, OK, ben, tu sais, quand j'ai une décision à prendre, probablement c'est la bonne. Fait à ce moment-là, tu as assez d'expérience pour être en mesure d'apprendre aux autres, puis du moins donner ton input. Tout à fait. Puis, c'est ça que j'aime vraiment, c'est que positionner en tant que professionnel, évidemment avec expérience. Là, en plus. Ben là, tu es en mesure de guider les investisseurs, tu es en mesure de guider les clients, faire des plans de match stratégiques. Puis c'est vraiment cool parce que là, je commence à avoir vraiment les fruits de ce plan de match-là où on fait un plan de match avec un investisseur, on fait un plan de match. L'investisseur suit le plan de match, on l'accompagne, met en action le plan de match, a un succès, revient me revoir, me tient au courant durant ce cheminement-là parce que souvent des questions continuent, puis je suis là pour répondre, mais puis là, on refait une deuxième transaction. Là, on a un objectif, puis l'objectif on revient à l'objectif du départ. Est-ce que c'était acheter un immeuble à chaque année ou c'était acheter un immeuble aux 2-3 ans? Fait que là, quand c'est au départ, c'est acheter un immeuble à chaque année, puis on est rendu au 9e mois dans ce qu'on connaît, puis on a fait un achat, mettons, les 2-3 premiers mois. Puis là, il me revient 6 mois plus tard, parce qu'il y a eu ça, il est capable de faire ça, refinancer ça, faire ci, faire ça. Puis là, de la liquidité, puis on achète un autre. Je prends 2 secondes pour l'arrêter, puis je dis, est-ce que tu te rends compte que l'objectif de départ était d'acheter un immeuble aux années? Puis là, on est 50% plus rapide que l'objectif du départ. Boom. Fait que là, c'est vraiment cool. Puis ça, c'est ça qui m'anime. Tu sais, j'aime vraiment le courtage. Fait que des fois, il y a des gens qui me disent, ben, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu vas-tu continuer le courtage à tout jamais? La réponse est oui, c'est sûr. À un moment donné, avec des clients peut-être un petit peu plus VIP, parce que là, on contrôle le temps. Peut-être qu'on a de l'aide avec d'autres courtiers qui nous aident sur générer plus de business. À un moment donné, on a 24 heures dans une journée. Mais je vais continuer parce que j'aime vraiment profondément ça. That's it. Le fait que tu as shifté, que tu es devenu courtier immobilier. En passant, c'est drôle, j'adore
tout ce que tu viens de dire, le plan de match, l'exécution, de voir le client. Moi, j'appelle ça, c'est comme dans une game de football ou de basket, peu importe. Puis c'est comme si le client devient le joueur étoile, puis nous, on est les coachs. C'est pas nous la vedette, c'est le client. Puis on a un plan de match, puis que lorsque le client nous écoute, il exécute le plan de match. Ouais. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on win le Super Bowl. Il win la game, on est content, il y a l'immeuble. Puis à partir de là, puis ça ne s'arrête pas. Mais non. Parce que c'est là qu'à partir de là, une fois qu'on a l'immeuble, on tombe dans la période de justement la création de valeur, stabilisation, etc. C'est quoi qu'on fait avec l'immeuble une fois qu'on a l'immeuble? C'est quoi qu'on fait avec l'immeuble? Puis là, à partir de là, boum, on passe au next level. Exact. Là, on prépare la deuxième acquisition, puis on fait la deuxième acquisition. Puis pour vrai, de voir le client évoluer, puis OK, disclaimer, c'est pas facile. Ils ont des challenges. Il y a des périodes qui ne dorment pas le soir. 100%. Il y a des dépassements de coûts. Il y a des choses qui arrivent. 100%. Mais qu'au final, le client est comme « Wow! » Puis qu'en plus, on fait une autre acquisition. Sincèrement, là, c'est de voir tout ce success story-là, incluant les challenges, c'est tellement wow. Puis moi aussi, c'est ça qui me passionne. C'est ça qui me met la flamme dans le courtage immobilier. Mais juste pour parler on va revenir sur le terrain. Parce que qu'est-ce que j'aime de ton histoire, c'est que tu as accumulé la discipline, la constance, des façons de développer la nouvelle clientèle, de dealer à gérer une équipe, de coacher, de motiver ton monde, tes troupes. Ouais. Mais là, quand tu es devenu courtier immobilier, l'avantage que tu avais sur beaucoup de courtiers qui commencent, ou même pas un avantage, c'est que la réalité, c'est qu'on traîne beaucoup de notre bagage dans la nouvelle business, dans la nouvelle direction de notre vie que notre vie prend. Ouais. Mais toi, tu avais tout ce bagage-là que tu as mis dans l'immobilier, mais juste pour que les gens qui nous écoutent, puis je sais qu'il y a des courtiers, qu'est-ce que tu faisais dans ton day-to-day? Quelle stratégie de développement d'affaires que tu mettais dans ton day-to-day pour te générer de la business? Comme les courtiers t'ont dit dans ton bureau, dans ton agence, c'était quoi ton secret? Qu'est-ce que tu as fait? Dans la dernière année, tu parles, ou précédemment? Non, mais quand tu as commencé dans le courtage, c'est quoi? Moi, je sais, je connais la réponse, mais qu'est-ce que tu faisais dans le day-to-day pour te générer de la business? C'était quoi tes méthodes de prospection? Ah, OK. Dans le bon jargon, méthode de prospection, porte à porte. Sur le terrain. Puis j'aime ça, parce que moi, quand j'étais plus jeune, il y a beaucoup de monde qui entendent le mot porte-à-porte, puis ils sont comme « Ah ben non, jamais de la vie, je peux pas me dégrader à ce niveau-là, blablabla. » Mais toi, comme... tu es sur le terrain, puis tu t'embarques dans une nouvelle business, puis tu faisais du porte-à-porte. Ouais, je vais cogner à ta porte, puis tu n'auras pas le choix de me prendre. That's it! Ouais. Puis c'est ça, le secret de ton succès dans ta première année de courtage, tu mettrais ça sur quelle discipline de prospection ou de... Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce succès-là? C'est sûr que j'ai débuté la mi-mars 2023. J'ai enchaîné les premières semaines juste du porte-à-porte ciblé en malade, en volume. On revient encore, là, je pense qu'il y a des mots-clés qui reviennent, là, le volume. Numbers game, fait que je cognais à peu près 80 portes ciblées. C'est le chiffre que j'ai en tête, là, à peu près 80 portes ciblées par semaine pour à peu près 4 semaines consécutives. Wow, OK. Oui, 3-4 semaines consécutives. Puis ça m'a amené à générer quelques inscriptions. Puis là, ces inscriptions-là en vente, ça l'a amené des acheteurs. Une fois que la promesse d'achat, comment ça fonctionne, c'est qu'une fois que tu as une maison qui est en vente, puis qu'il y a une promesse d'achat acceptée, puis les téléphones continuent à rentrer, les acheteurs t'appellent pour la propriété, tu leur dis effectivement que la propriété est en promesse d'achat acceptée, mais tu peux les aider pour aller chercher quelque chose d'autre. Mm-hmm. Fait que là, ça génère de la business. Fait que c'est comme ça que la roue a commencé à vraiment tourner, puis qui a mené, dans le fond, qui n'a jamais arrêté. Puis c'est sûr que quand il y a un petit creux, parce que là, cette roue-là, à un moment donné, à ralentir un petit peu, là, il faut que tu continues dans la prospection puis tu n'arrêtes pas. Tout le temps, tu as un momentum. Mais ce momentum-là, de continuer dans la prospection, faire la vente, faire l'administration, un courtage beaucoup d'administration aussi, etc. Moi, je suis habitué depuis 2015 à faire ça. Donc, pour moi, c'était pas nouveau. J'ai l'impression que des fois, quand tu as des professionnels, consultants, travailleurs autonomes, qui se ramassent du jour au lendemain à faire beaucoup de départements, marketing, services, administration, paperasse légale, peu importe, tu se ramasses comme un petit peu, l'expression anglaise, là, overwhelmé. Là, ils se ramassent comme dépassés par les événements parce qu'il y a beaucoup plus de travail qu'ils pensaient dans tous les différents départements. 100% d'accord. Puis j'ai commencé le courtage. Première semaine, je dis j'ai besoin d'une adjointe. Je n'avais même pas encore fait une vente, je dis j'ai besoin d'une adjointe, mais là, c'est sûr, c'était le temps du recrutement, etc. Finalement, j'étais en mesure, vers la fin de l'année,
en novembre, d'engager une agence de recrutement parce que j'avais l'argent, mais j'avais plus le temps pour faire la prospection de ressources humaines comme j'avais fait en automne 2017. On se rappelle au départ. Oui. J'avais plus le temps, mais j'avais l'argent. Là, j'ai engagé une compagnie de recrutement de chercheurs de tête qui a fait ça à ma place. Okay. Puis j'ai trouvé une perle rare. Fait que dans le fond, that's it. Puis ça fait en sorte que là, on avance. Le volet administratif est délégué. Puis là, je peux passer encore plus de temps avec les clients. Fait que c'est sûr que c'est un challenge de commencer la roue, mais aussi de maintenir la roue. Ouais. J'aime ça. Là, on va aller dans un autre segue, dans une autre direction. Je voudrais que tu parles, parce que quand on s'est rencontrés justement en février dernier, tu me parlais... Non, c'est ça, je voulais te booker pour que tu viennes dans le mois de février. Tu m'as dit, non, Chris, on va faire ça plus tard parce que je m'en vais. Ouais. Où? Je m'en vais dans la semaine des millionnaires, qui est une semaine de, on va dire, dans le sud, avec le groupe du Club Investisseurs Immobiliers. Ouais. Parle-nous de ton expérience. Pourquoi tu voulais aller là, premièrement? Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a parlé de partenariat, on a parlé dans le fond, de toute mon ascension en affaires. On a parlé du courtage. Fait que je pense que c'est bien qu'on a pris l'heure de tout mentionner et de décortiquer ce parcours-là pour qu'à un moment donné, ça fasse un certain sens. Mm-hmm. Là, je me ramasse à un endroit dans mon parcours où j'ai les fonds pour, c'est sûr, acheter seul, développer un certain parc de mon côté. J'ai les ressources. Aussi, on parlait de la fameuse phase 4 de mon parc immobilier. J'ai des gens qui m'appellent, donc des gens, des professionnels qui m'appellent pour dire « Hey, qu'est-ce que tu penserais si on ferait ça ensemble? » Fait que là, j'ai l'argent, j'ai les ressources, j'ai l'expérience pour passer à l'action, mais c'est certain que à titre un petit peu plus, on pourrait dire free agent, comme j'aimais dire, mais c'est sûr que là, c'est comme OK, c'est quoi que j'achète? C'est où que je m'en vais? Donc, quoi de mieux pour réaligner les objectifs d'affaires puis la vision que d'aller dans une semaine qui s'appelle Mindset des millionnaires du Club Investisseurs Immobiliers du Québec pour être entouré d'une centaine d'investisseurs immobiliers où ce qu'il y a formation, réseautage, échange, puis évidemment, s'en découle des amitiés. Puis on revient tout à l'heure au relationnel. Exact. Puis vraiment, honnêtement, motivation, mais aussi renlignement des objectifs. Parce que c'est sûr que quand tu as un gros parcours comme ça, à un moment donné, des fois, c'est assez facile. Puis là, je ne parle pas dans le transactionnel, là, mais juste dans la vision d'affaires. Des fois, c'est un petit peu facile de se perdre. Mm-hmm. OK? Tu fais beaucoup de choses, tu travailles dans ton day-to-day, tu es vraiment les yeux là, sur la fameuse to-do list journalière là, qui n'arrête pas de finir. Puis à un moment donné, c'est difficile des fois juste se reculer puis avoir un œil d'ensemble, une vision objective, faire comme c'est où que je m'en vais dans les 5 prochaines années. Mm-hmm. Fait qu'une semaine comme ça de retraite avec des formations réseautage, ça te permet de rencontrer des investisseurs immobiliers moins expérimentés, plus expérimentés, de pareilles expériences également, échanger, puis aussi un petit peu se nourrir mutuellement dans le sens de se motiver. Fait que moi, si je m'assois dans un souper, puis il y a un investisseur, puis ça arrive, il y a un investisseur de 600 portes, mettons, à Québec. Bien là, c'est sûr que crime, c'est quand même cool. Je veux dire, la grosse expérience, il nous partage les trucs et les astuces. Puis sais-tu quoi? Sais-tu pas qui me surprenait, mais qu'est-ce que je trouvais ça vraiment intéressant, c'est que autant cette personne-là va écouter ce que j'ai à dire, puis va prendre aussi les trucs et les astuces que je sors. Fait que c'est vraiment un échange mutuel, ou ce que tu appelles vraiment un brainstorm, là, un cerveau collectif. Là. Yes. Fait que ça, c'est comme ça que tu passes à un prochain niveau. Fait que là-bas, je suis allé pour me ressourcer, mais aussi justement pour réaligner mes objectifs. Puis maintenant, je sais exactement où je m'en vais. Je m'en vais dans des gros immeubles. Je m'en vais... fait que j'ai une bonne idée. Question pour toi, c'est quoi... En anglais, je l'ai dit en anglais, là, mais c'est quoi la chose que tu as retenue le plus? La chose que j'ai retenue le plus? De toute la vacance, là. Ou qu'est-ce qui t'a marqué? Ouais. Go big. Go big? Go big or go home. That's it. Pourquoi go big? Parce que plus que tu vas gros en immobilier, plus que c'est la même chose. Que tu fasses une acquisition, optimisation, refinancement, vente ou peu importe, sur un 5plex, sur un duplex, triplex, 5plex, puis que tu le fasses sur un 100 logements, c'est la même affaire. Okay? Il y a juste plus de zéro. Il y a juste plus de zéro.
il y a peut-être un petit peu plus de temps, mais il y a une économie d'échelle, surtout sur les dépenses, sur le temps finalement, parce que le temps dans le dossier, c'est un dossier. Tu sais, on se rappelle les chiffres qu'on a fait, nous autres, 67 achats-ventes en 4 ans. C'est combien de dossiers de financement à l'achat? C'est combien de dossiers de refinancement? De taxes de bienvenue, de taxes municipales scolaires. Hey, ça n'a pas de bon sens, là. C'est fou. Fait que versus un immeuble, un seul endroit. Un seul endroit, un dossier de financement, un dossier de refinancement, une toiture, une fondation, un concierge. Fait que c'est vraiment cher. Une adresse. Tout à fait. Fait que ça fait en sorte de concentrer les effectifs. Puis juste, man, de 10x, de doubler la business à chaque année, puis let's go. Là, quel genre de personnes t'as rencontré là-bas ou les plus, quand je dis marquantes pour toi, c'était quel genre de personnes? Là? Tu m'as donné des exemples tantôt, mais c'était quoi leur parcours ou qu'est-ce qu'ils ont fait ou combien de portes qu'ils avaient? C'est ça. Fait que dans le fond, le plus gros investisseur, si je ne me trompe pas, avait 900 quelques portes. Wow! OK. Par la suite, on avait du 600. On avait une coupe de 300-400. On avait une coupe de 100 dans les centaines de portes, un petit peu de mon expérience. Puis après, tu avais aussi des plus petits investisseurs. Mais tu sais, là, on parle de portes. Ouais. Mais les portes, ça ne veut rien dire. On se rappelle, Luc Poirier l'a dit, les portes, ça ne veut rien dire. Une porte à Montréal vaut beaucoup plus cher qu'une porte à Shawinigan. Exact. OK? Fait qu'on parle en termes de portes. Des fois, c'est bien de parler plus en termes de valeur, mais des fois, ça porte un petit peu à confusion. Tu sais, les portes, c'est facile de parler de ça. Mais ouais, fait que leur background à ces personnes-là, c'est tout. Des fois, c'est des deuxièmes carrières. Des fois, c'est un investissement sur le côté que ça a tellement pris d'envergure qu'ils sont devenus temps plein. OK. C'est pas quelque chose de différent. Puis qu'est-ce que j'aimais beaucoup pour la vision, c'est qu'il y avait des investisseurs immobiliers qui ont commencé il y a 20-25 ans. OK. Puis là, tu vois leur lifestyle puis où ils sont rendus. OK. Puis là, ça te met comme aïe aïe. J'ai juste besoin de continuer, puis ça va bien aller, comme on dit. C'est ça que c'est. Boum, j'aime ça. Ouais. Bon, OK. Dernier segue. Ouais. Là, on va parler de toi, la personne, Joe. Qu'est-ce qui te drive? Comment tu fais pour garder cette énergie-là? C'est quoi? Est-ce que tu as une routine, des rituels matinales, des rituels à tous les jours? C'est une bonne question. Puis, tu sais, on parlait de groupe de formation. Je prends du coaching d'affaires. OK. Où ce qu'on analyse mon agenda, mon calendrier, mes stories Facebook. Tu sais, on dit, bon, si les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils le savent. Ils voient tout le temps mes stories. On voit souvent quand tu sors du bureau. À quelle heure? À 11h30 le soir. C'est ça, minuit, 1h, peu importe. C'est fou. Mais je m'en fais beaucoup parler. Puis j'avais comme un sentiment de quand même de fierté avec ça. Crime, tu sais, je travaille fort, je travaille des longues heures, j'ai pas de vie, mais c'est pas grave, c'est un sacrifice, etc., etc. Jusqu'à temps que mon coach en affaires, il me rentre dedans, puis il dit c'est ridicule. Okay. Là, je dis attends une minute, là. J'ai quand même en anglais, j'ai quand même du social game, j'ai quand même genre de la fierté sociale, et les gens, ils m'applaudissent. Crime, je travaille fort. De 9 à minuit, me gratte pas les fesses. Là. Je veux dire, je travaille, j'avance ma to-do list, tu comprends? Mais il dit, mais ça fonctionne pas. Il dit, de 9 à minuit, tu peux pas appeler des prospects. Je fais comme, oh my God. Il dit, combien d'argent tu perds? Je fais comme, oh. Wow, that's hard. Là, j'ai fait, là, en ce moment, tu perds de l'argent. Fait que là, j'ai, tu sais, coup de renonciation, on connaît le concept. Là, j'ai fait comme, OK, je suis complètement à côté de la traque. Dans un concept d'un gars que, si j'aurais eu mon 12 mois, par ce que j'ai entendu, si j'aurais eu mon 12 mois, j'aurais été recrue de l'année chez Remax Québec en équipe. Mm-hmm. OK? Wow. Fait que là, je me dis, parce que, tu sais, je veux dire, humblement, je disais, tu sais, je fais quand même quelque chose de bien, tu sais. C'est clair. Mais il m'a complètement remis à ma place. Puis ça fait en sorte que ma nouvelle routine matinale, je vais être honnête, des dernières semaines, ça fait pas si longtemps que ça, mais je vais le maintenir parce que je me sens trop bien là-dedans. Je me lève à 4 heures du matin, tous les matins, sans exception. OK. L'alarme sonne, puis je vais faire une confession. Vas-y, on t'écoute. Moi, j'étais un gars, depuis l'âge, avant ça, je ne sais pas à quelle heure je me levais, là, à quelle heure je me couchais, mais depuis 13-14 ans, j'étais un gars qui se couche à minuit, 1h, 2h du matin, tous les jours. Okay? Je me lève quand même, mettons, 8-9. Bon, peut-être les fins de semaine dans le temps, 10. Là. Mais ça fait en sorte que, tu sais,
tu peux faire un 9 à 9, un 9 à minuit. Mhm. Pas à la fin du monde, tu fais quand même ton 14-15 heures. Mais j'avais pas ce concept-là de coût de renonciation de 9 à minuit. Je ne suis pas capable de générer de la business. Donc, en me levant à 4 heures du matin, puis là, qu'est-ce qui arrive, le gym? Où est-ce que tu le mets? Ben là, tu vas au gym à minuit. Parce que qu'est-ce que je ne montre pas dans mes stories? C'est après 11h30, quand je quitte le bureau, je m'en vais au gym. T'es pas sérieux? Ouais. Wow, moi, je pensais que tu rentrais chez vous Non. aller te coucher. Non, je vais au gym. Wow, OK. Ouais. Fait que ça a fait en sorte que je me suis dit, Colin, ça ne fonctionne pas. Tu sais, tu finis ta grosse journée de travail, tu es fatigué, puis là, tu vas exciter ton système En plus. au gymnase pour après aller essayer de calmer ton système. Ça fait pas de sens. Non, c'est Puis, clair. honnêtement, tu sais, des fois, on est bon, le petit diable en arrière de notre tête, là, on est bon pour se mentir à nous-mêmes. Je me suis menti à moi-même pendant des années, okay? Puis je vais être honnête. Là. Où ce que là, je me suis fait rentrer dedans comme du monde par quelqu'un un coach qui œuvre dans le domaine. Fait que quelqu'un, je respecte son opinion, c'est sûr. Puis j'ai complètement changé. Du jour au lendemain, il m'a dit ça le mardi. Le mercredi, je me levais à 4 heures du matin. Même si là, évidemment, on casse la routine, je m'ai quand même couché à minuit 1h. Je dis non, je me lève à 4 heures du matin. Fait que je me suis levé. Depuis jusqu'à aujourd'hui, ce matin, tu t'es réveillé à 4 heures du matin. J'allais au gym. C'est ça. Fait que c'est ça la routine. Là. 4 heures du matin, on se lève. On prépare les petites affaires, on brosse les dents. On s'en va au gym. Moi, j'habite à 20 minutes du gym. Fait qu'à quelle heure t'arrives au gym environ? 4h45, 4h50. OK. Là, 2 km de cardio, 2 km de treadmill. OK. Fait que, tu sais, un 10-15 minutes, là, parce que ouais. j'ai couru en automne 2021. En passant, j'ai perdu 30 livres en 105 jours. Parce que là, Nice. vous allez voir, là, on fait des parenthèses, mais vous allez voir, dans l'entrevue 01, je suis beaucoup plus enflé. OK, c'est comme ces jours... Tu trouves? Écoute, j'étais comme 185 livres dans ce temps-là. J'ai monté jusqu'à 190. Puis en automne 2021, j'avais descendu, là, quand j'ai commencé à perdre de poids, j'étais comme à 182, je pense. J'ai descendu à 157. OK. Bref, peu importe. Puis ça fait en sorte que j'ai quand même... Tu sais, là, on parle de routine matinale, on parle de gymnase. Il faut juste quand même alerter les gens. Moi, ça fait depuis l'âge que j'ai 16 ans que je vais au gym minimum 3 fois semaine, sans arrêt. OK. Fait que j'ai quand même ce background-là que pour moi, j'aime aller au gym. C'est facile. OK? Ouais. J'aime aller courir. C'est facile. Parce qu'en automne 2021, avec la perte de poids, j'avais commencé à courir des 10 km et autres. Bon. OK. Fait que je vais au gymnase. Je passe 1 heure au gymnase à faire mon 2 km, faire mes poids. Puis qu'est-ce que j'aime dans cette heure-là, essentiellement de 5 à 6, c'est que le téléphone ne sonne pas. Tout à fait. C'est silence radio. C'est tellement le fun. Même les notifications, tu n'as pas beaucoup de notifications. Tu n'as pas d'email qui rentre, tu n'as pas de texto, pas d'appel, pas de client, pas de rien, là. Exact. Tu peux prendre un moment pour toi. Quand tu vas au gym, mettons, tu coupes ta journée en deux, tu vas au gym. Ben, prends le téléphone sonne, tu es tout le temps pressé. Fait que là, il y a des exercices où ton cardio, là, finalement, tu le sautes. Tu le fais pas parce que tu dis que tu n'as pas le temps, puis là, la douche, puis là, ci, puis là, ça. Mais quand tu es le matin, tu as le temps parce que tout est planifié. Fait que de 5 à 6, c'est les poids haltères, c'est le cardio. De 6 à 6,5, c'est douche, préparation. 6,5 à 7, je me rends au bureau, je mange un peu, peu importe, je me prépare un petit peu, je me mets dedans. 7 à 7,5, je me prépare, fait que courriel, to-do list un petit peu. 7,5, je commence les appels. Arrête de niaiser. Ouais, c'est ça qu'on m'a montré. OK, là, tu as recommencé à faire des appels aussi. Là. Ouais, des appels de prospection. Nice. Ouais, pour des clients potentiels. De 7,5 jusqu'à 11,5. Parfait. Ouais. Une vraie machine. Ouais. Tu fais-tu de la lecture? Tu disais tantôt, tu as un vision board. Ouais. Fait que j'ai un vision board. Lecture, honnêtement, 100%. Je Audio. préfère plus de lecture. Je suis très visuel. Fait que j'adore. On parlait tout à l'heure de podcasts, entrevues. Fait que je consomme beaucoup de contenu vidéo, audio. Mais business, immobilier, mindset. Tout le temps. Nutrition aussi beaucoup. Là. J'ai beaucoup aimé nutrition, sport, biohacking. Yeah. OK. Tracker, là, je devrais m'acheter la fameuse le ring, là, la fameuse anneau là, qui track tes records, qui track tes statistiques. Pendant longtemps, j'ai regardé mon sommeil avec la montre intelligente. Là. J'ai regardé, dans le fond, évaluer les statistiques de mon sommeil. Mon sommeil, est-ce qu'il est profond? Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est ça? Combien de temps que j'ai de deep sleep? Nice. Okay? Est-ce que j'en ai pour 18% de mon sommeil ou j'en ai pour 30%? Puis j'ai eu des nuits à 30%. Là, je me réveille, je me sens complètement refresh.
Puis là, t'es comme, OK, fait que pour ça, il faut que je mange pas avant de me coucher, il faut que je mange telle affaire, il faut pas que je mange de sucre raffiné pendant la journée, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse du cardio à tel temps parce que là, mes statistiques, si ça. Puis des fois, il y a des gens qui peuvent dire que ça devient too much. Mais tu sais, quand t'aimes ça, juste faire les petits ajustements journaliers, ben, ça devient vraiment cool. Puis ma routine, ça ressemble un petit peu à ça. Puis qu'est-ce que tu fais pour tes objectifs dans le mois pour être sûr des atteintes puis tout ça, ou c'est quoi par rapport à tes objectifs? Ouais, c'est pour ça que j'ai pris du coaching. Fait que c'est pour me suivre dans mes objectifs. C'est même un des mandats. Là. Parce que c'est facile faire des petits wins à chaque jour. Tu sais, là, je parle de wins. Super important, guys. Quand on commence la journée, on veut commencer avec des wins. Tout à fait. On se lève à 4 h du matin, win. On va au gym avant 5 h, win. On fait le cardio puis les weights, mais pour moi, c'est pas nécessairement forçant. Mais après, on fait la douche froide, win. On va au bureau, on commence les appels, que peut-être que ça ne te tente pas, win. Fait qu'à un moment donné, quand il y a une tâche plus difficile dans la journée, c'est impossible que tu la fasses pas. Non, parce que tu accumules toutes ces wins-là, puis tu es dans un momentum. Tu es dans le momentum. Qui fait en sorte que, OK, toutes les choses que tu avais de la résistance dans ton cerveau, tu les as accomplies. Tu es dans le momentum. C'est juste une autre tâche sur ta to-do. Puis même la résistance qu'on a ou la complexité qu'on peut y apporter, comme, admettons, appeler un client à froid, mais où on a beaucoup de résistance, mais au final, c'est quoi? C'est juste d'appeler quelqu'un, c'est de composer un numéro de téléphone, puis proposer tes services, voir si cette personne-là, tu peux l'aider. Fait que quand tu enlèves cette résistance-là ou tu banalises la tâche, tu réalises comme, OK, c'est une tâche comme une autre. Voir si tu peux l'aider, voir comment tu peux l'aider. Peut-être même brainstormer avec elle, comment tu peux l'aider. Littéralement. Okay. Littéralement. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que comment on suit les objectifs? Nouvellement, c'est avec le coaching que j'ai embarqué pour me suivre hebdomadairement, mensuellement. Parce que je vois vraiment, puis là, tu sais, je pense que les gens commencent à comprendre, mais je vois vraiment la business comme du sport. That's it. C'est quand que tu vas dans une équipe sportive, par exemple, puis il n'y a pas de coach. Impossible. Ça existe Comment pas. tu peux win un Super Bowl? Comment tu peux win un NBA, la NHL sans coach? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, là. Peut-être que l'équipe peut avancer, faire son petit train-train, mais elle ne remportera pas le championnat. Là. Exact. Fait que c'est un petit peu ça. Super. Puis pour terminer, la question qui tue. Parce que juste avant que tu répondes à cette question-là, je vais être franc avec toi, c'est drôle, hein? Tu es dans les premiers que... Oui, là, l'entrevue, elle a été super longue, mais tu es dans la... je pense que tu es la première personne qu'on a vraiment un 360 de où et quand qu'elle a commencé et où est-ce qu'elle est rendue aujourd'hui. C'est fou, là. Merci, c'est le fun. C'est le fun. Pour vrai, tu as vraiment été transparent, authentique. Tu nous partages comme sans hésitation tous tes trucs, astuces. Mais, dernière question qui tue. What's next? Où tu t'en vas? Non. Qu'est-ce que tu es fier d'avoir accompli en aussi peu de temps dans ta vie? Parce que tu as quand même juste 28 ans. 28. Je pense que, honnêtement, j'ai pas le choix de parler de chiffres. Le nombre de portes, puis tu sais, on l'a dit, le nombre de portes, entre guillemets, ça veut rien dire de la région que tu es. Fait que oui, le nombre de portes dans le secteur de Gatineau, je suis super fier parce que je me mettais des objectifs annuels puis on les atteignait. Fait que ça, c'est motivant. Mais c'est sûr que, anecdote, pour terminer. Vas-y, let's go. Notre institution financière nous demande de faire une révision annuelle septembre 2021. OK? Puis, bon, commercial, puis tout ça, c'est pratique courante. Là. Ils demandent de faire une révision annuelle, de mettre à jour le parc en termes de chiffres. C'est quoi les loyers à jour, c'est quoi les chiffres à jour, etc. Puis, en prenant le calculateur de l'institution financière, je me rends compte que je suis millionnaire. Boum! Boum! Arrête! Ouais, à 26 ans. Fait que ça fait plus de 2 ans, dans le fond. Fait qu'à 26 ans, je me rends compte que j'ai plus qu'1 million d'actifs nets. Puis je suis comme, OK, c'est parce que moi, depuis que j'ai, je te dis, là, depuis que j'ai 15-16 ans, tu sais, à ta fête, à chaque vœu de fête, on souffle les bougies. Yes. Sais-tu, à chaque fête, depuis que j'ai 15 ans, c'était quoi que je me disais? Je veux devenir millionnaire. Millionnaire avant 30 ans. Ouais. Puis finalement, ça s'est concrétisé. Mais c'est sûr que, tu sais, je pense que, bon, ça a l'air un petit peu, des fois, cucu quand on parle de, c'était quoi le vœu de souffler des bougies à chaque fête annuelle, mais c'est plus que ça, c'est du mindset, dans le fond. C'est du mindset, c'est de la visualisation, c'est de l'affirmation, tu comprends? Et c'est un objectif. Ouais. Fait que ça a l'air cucu, oui, mais dans les faits, tu l'affirmes à ton subconscient, tu l'affirmes à ton futur toi que, non, this is what I want. Ouais. Puis le fait que tu n'as jamais lâché prise, boum, c'est arrivé même avant la date que tu t'étais donnée. Oui, puis on avance, puis on n'arrête pas, puis let's go. That's it. Et
pour vrai, je pourrais te garder là toute la journée, Joe. Sincèrement, un gros merci de t'être déplacé de Gatineau à Montréal. Beaucoup de succès, puis continue ta croissance, puis on se revoit dans des transactions. Yes, bientôt. Bye. Yes. Bye. Avouez que cette entrevue-là vous a mis le feu aux fesses, le feu au derrière. Si vous n'êtes pas motivé, si vous n'êtes pas engagé, si ça ne vous tente pas de passer à l'action, sincèrement, dites-moi la raison pourquoi. Sinon, écrivez-moi dans les commentaires, mettez dans les commentaires l'emoji de feu ou Better Call Chris pour que je sache que, un, vous avez aimé l'entrevue avec Jonathan, de deux, que le contenu qu'il a partagé, ses façons de faire, son histoire, son parcours, ses actions, ça résonne avec vous et que ça vient vous chercher. Sincèrement, mettez trois emojis de feu dans les commentaires. Sinon, mettez Better Call Chris. Et aussi, je vous félicite d'être resté jusqu'à la fin parce que sincèrement, elle était longue, mais ça démontre que vous faites partie du top 1% des gens qui complètent, qui terminent ce qu'ils ont commencé. Beaucoup de gens vont commencer quelque chose, mais ils ne se rendent pas jusqu'à la fin. Vous êtes resté jusqu'à la fin, donc vous faites partie automatiquement du top 1%. Alors aussi, pour booster ma chaîne, pour m'aider, pour m'encourager, si vous aimez ce genre de contenu-là, c'est vraiment simple. Abonnez-vous à la chaîne, c'est la meilleure façon que l'algorithme va me proposer à d'autres personnes comme vous, que je puisse les aider, les motiver, les inspirer avec du contenu frais, du contenu wow, du contenu qui va les booster et surtout les permettre de s'enrichir. Alors, écrasez le bouton « Je m'inscris », pesez sur le bouton « J'aime » pendant que vous êtes là, partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et si vous désirez d'autres entrevues, d'autres vidéos, d'autres trucs, astuces en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.